Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et bienvenue à ce Tour d'Horizon. Et oui, mesdames et messieurs, le Tour d'Horizon s'adresse aux citoyens de bonne foi et aux gens de foi et a pour but de susciter des discussions avec les gens de notre entourage. Aujourd'hui, il est question de l'école à la maison. Et oui, mesdames et messieurs, le Journal de Montréal publiait récemment que le nombre d'élèves qui font l'école à la maison a connu un bond significatif cette année. Et un fait qui est remarquable, c'est qu'en 10 ans, le nombre d'élèves instruits à la maison a presque triplé. Et oui, simplement en 10 ans. C'est incroyable. Écoutez, si je suis honnête avec vous, moi j'ai enseigné au primaire, au secondaire, à l'université, j'ai été directeur d'école, j'ai enseigné en milieu rural, en milieu urbain, en banlieue, en région. J'ai été titulaire, j'ai été spécialiste. Et je peux vous dire une chose, c'est que moi, je crois que l'école à la maison, elle a sa place. Est-ce que ça répond à tous les besoins? Non. Est-ce que tous les parents sont équipés pour faire l'école à la maison? Non. Est-ce que c'est viable? Est-ce que c'est possible? Est-ce que l'école à la maison est une option valable? Absolument. Et je crois que l'État ne doit pas mettre des bâtons dans les roues aux parents, comme Céline Dion ou n'importe qui d'autre, qui veulent que leur enfant reçoive une éducation à la maison. Que ce soit par eux-mêmes ou par une personne qui est engagée par les parents. Souvent, ce qu'on va dire, et c'est accompagné de mythes, on va dire que l'école à la maison empêche les enfants de socialiser. Ce qui est vrai dans certains cas, mais ce n'est pas vrai dans tous les cas, mesdames et messieurs. Non, j'en ai connu plusieurs parents qui ont fait l'école à la maison. Effectivement, en tant que directeur d'école, j'ai pu voir certains cas d'enfants qui avaient des retards, avaient accumulé un certain retard académique. Mais ce n'est pas vrai dans tous les cas. J'en connais qui ont été jusqu'à l'université, qui ont très bien réussi. Et il y en a d'autres qui ont réussi d'une manière générale, d'autres qui ont réussi un peu moins bien. Et ça, on retrouve ça à l'école publique et même à l'école privée. Donc, ce n'est pas un phénomène qui est strictement réservé aux enfants qui font l'école à la maison, en termes de retard académique. Mais ça, je vais y revenir. En termes de socialisation, il y a un mythe là-dessus. Parce que ce qu'on va dire, c'est que mais c'est dangereux l'école à la maison, les enfants ne peuvent pas socialiser, ils sont dans un vase clos, sont uniquement avec leurs parents, c'est pas très sain. Quand ils vont devenir adultes, ils ne seront pas en mesure de faire face à la réalité, à la compétition, aux remarques, aux valeurs différentes. Donc, il y a une capacité d'adaptation qui n'est pas là. Effectivement, si des parents gardent leur enfant en vase clos, il se peut que ceux-ci soient repliés sur eux-mêmes. Il se peut, oui. Mais dans bien des cas, pour ne pas dire dans la majorité des cas, les parents qui font l'école à la maison se joignent à des réseaux. Donc, ils vont travailler ensemble, en équipe, pour s'assurer que leur enfant puisse justement rencontrer d'autres enfants. Et ils vont mettre sur pied des activités communes, comme des visites au musée. Donc, des visites, non seulement des activités récréatives, mais des activités culturelles, scientifiques, etc. Il y a également des parents qui vont se mobiliser ensemble pour louer des gymnases pour qu'il puisse y avoir des activités sportives. Il y a beaucoup de parents qui inscrivent leurs enfants à des équipes sportives. Par exemple, il y a des parents qui vont inscrire leur enfant à une école pas une école, mais à une équipe de hockey ou à une équipe de basketball, une équipe de volleyball. Ils vont inscrire leur enfant au badminton ou à d'autres activités sportives pour qu'ils puissent être en relation avec d'autres enfants et développer des habiletés sportives qui ne sont pas nécessairement des habiletés académiques à proprement dit. Et donc, ce qui arrive, mesdames et messieurs, c'est que justement, dans beaucoup de cas, les parents sont conscients qu'il y a un besoin de socialisation et y veillent. Et ce qui est intéressant dans tout ça, c'est qu'il y a une dimension qu'on retrouve un peu moins à l'école. La question de l'âge. Parce que d'une classe à l'autre, chaque classe, eh bien, est composée de gens qui ont à peu près le même âge.
Vous êtes en sixième année, oui, vous êtes en sixième année du primaire. Et là, à ce moment-là, vous avez des enfants qui ont 11, 12 ans. Vous êtes en première année du primaire. Vous avez des enfants qui ont 6 ans et les plus vieux ont 7 ans. Donc, c'est à peu près le même âge. Des fois, il peut y avoir un enfant qui a 8 ans, s'il a doublé. Par exemple, il y a eu 8 ans au mois de décembre ou janvier. À ce moment-là, il est un peu plus vieux que les plus jeunes. Oui, ça peut arriver. Mais c'est quand même des cas d'exception. Ce n'est pas la majorité. Mais dans les familles, à moins d'avoir des jumeaux, lorsqu'il y a plus qu'un enfant, les enfants n'ont pas le même âge. Et si vous jumelez vos enfants à d'autres enfants qui font l'école à la maison et vous ramassez 20, 30, 35 enfants, eh bien là, vous allez avoir des enfants de 6 à 17 ans. Et donc, puisqu'ils se voient sur une base régulière, souvent c'est sur une base hebdomadaire, ou parfois ils vont se voir 2 ou 3 familles au milieu de la semaine également, ça amène des interactions à différents niveaux, pas seulement avec des enfants de leur âge. Et donc ça, c'est un plus. Il y a d'autres avantages qu'on peut retrouver pour les enfants qui font l'école à la maison. Il y a une plus grande flexibilité pour l'horaire. Et donc, ça permet même à certaines familles de pouvoir voyager. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas besoin d'attendre les congés de Noël, le congé, par exemple, de la semaine de relâche ou le congé d'été. Où est-ce que c'est là que ça coûte le plus cher aux parents pour voyager? À ce moment-là, ils peuvent aller lors de la saison morte pour voyager, avoir des prix plus compétitifs. Et écoutez, ça permet d'avoir un enseignement un peu plus individualisé, d'aller au rythme de l'enfant. Ça permet parce que souvent, parce qu'il y a moins d'élèves dans la classe, il y en a 2, 3, 4, eh bien, ça permet aux enfants d'apprendre à un rythme accéléré. Ce qui fait que souvent les parents exploitent le reste du temps pour que les enfants développent leur curiosité et leurs intérêts pour d'autres matières qui ne seraient peut-être pas en classe exploitées. Par exemple, un enfant a un intérêt pour les fleurs, la botanique, ou moi j'avais un intérêt pour l'astronomie. Je ne parle pas de l'astrologie, où est-ce qu'on prédit l'avenir, ou on fait des références à des caractères en fonction de la date de naissance. Je parle de l'astronomie, la science qui étudie les planètes, les astres, etc. Les constellations, le système solaire. Eh bien, ça permet à des élèves de pouvoir faire un peu plus de recherche, d'approfondir, et ça stimule le goût d'apprendre à ce moment-là. Il y a plusieurs bienfaits aussi, c'est que vous avez des parents qui peuvent faire équipe avec d'autres parents, et si par exemple quelqu'un est spécialiste en mathématiques, eh bien, il peut enseigner les mathématiques à plus d'un groupe, et à ce moment-là, l'autre famille, qui eux se sont spécialisés en géographie, en histoire, eh bien à ce moment-là, il peut y avoir une rotation ou mobiliser des groupes ensemble. Et de plus en plus, on a, via la toile, via le web, accès à des enseignants qualifiés qui vont enseigner des matières en présence des parents. Donc, les élèves sont tenus de suivre le cours et les parents sont là, ils accompagnent les enfants et il y a un cours qui est donné en direct via la toile. On a de plus en plus de guides pédagogiques qui sont adaptés justement ou qui sont quand même suffisamment faciles à mettre en pratique parce que toute la démarche pédagogique est expliquée. On a de plus en plus de conférences qui aident les parents à être équipés à enseigner. Il y a des réseaux d'accompagnement qui sont là, des associations pour aider les parents qui font l'école à la maison. Et donc, il y a énormément de ressources. Les parents ne sont pas livrés à eux-mêmes. Ensuite de ça, savez-vous que justement pour passer d'un niveau à l'autre ou pour passer du primaire au secondaire ou du secondaire au cégep, eh bien, les parents, souvent, dans la majorité des cas, vont s'asseoir avec la commission scolaire pour qu'il puisse y avoir des ententes de scolarité pour que les élèves puissent passer, par exemple, les examens du ministère,
pour être évalués, pour qu'il puisse y avoir une reconnaissance officielle. Et donc, les élèves ne sont pas pénalisés lorsque la démarche, elle est bien faite. Ce qui arrive aussi, ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on remarque, c'est que, règle générale, chez les enfants qui ont vécu l'éducation à la maison, eh bien, sont beaucoup plus satisfaits, sont des gens plus heureux, plus en paix et apprécient davantage leur travail que ceux qui ont vécu leur éducation sur les bancs de l'école publique. Et, vous savez, moi, ce que je crois, mesdames et messieurs, en terminant, c'est que l'école à la maison doit demeurer une option. Évidemment, plus les élèves vont être encadrés, mieux ils vont être encadrés, plus il y aura des ressources pour aider les parents à instruire convenablement les enfants, eh bien, ça va favoriser une meilleure éducation. C'est important, d'une part, que l'éducation publique se trouve en situation de compétition avec l'école privée et avec l'école à la maison. Pourquoi? Parce que plus l'école publique va avoir de la compétition, plus elle va vouloir se démarquer, plus elle va vouloir performer et amener les jeunes à être de meilleurs élèves et à se démarquer eux aussi. Vous savez, c'est dans n'importe quoi, que ce soit en amour, que ce soit en affaires, que ce soit dans le sport. Eh bien, la compétition va jouer à notre avantage, en ce sens que ça nous oblige à nous dépasser. S'il n'y avait pas de compétition, mesdames et messieurs, on vivrait encore dans des huttes aujourd'hui. C'est parce qu'il y a quelqu'un à côté de nous, il y a 500, 600, 700 ans, qui avait une maison plus belle que la nôtre, eh bien, que ça a donné le goût à l'autre d'améliorer, de rénover sa maison, sa demeure. Que ce soit en Europe ou depuis 400 ans ici en Amérique du Nord. Et donc, la compétition nous pousse au dépassement. Dans un contexte d'école à la maison, eh bien, le parent, il sait mieux que n'importe qui comment doser justement, je ne dirais pas la pression, mais comment doser l'encouragement puis la motivation à aller plus loin. Vous allez me dire oui, mais ce ne sont pas tous les parents qui sont aptes à le faire. Je suis entièrement d'accord. Comme je vous disais, mon épouse, qui était qualifiée pour enseigner, qui avait un brevet d'enseignement, j'ai un brevet d'enseignement, et de concert, on s'est entendu qu'on ne ferait pas l'école à la maison. Et ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas l'école à la maison parce qu'on n'est pas qualifié. Nous, dans notre cas, on l'était, mais c'est un choix de famille. Mais ce qui est important, c'est que chaque famille puisse avoir ce choix et que l'État puisse donner les moyens aux parents de pouvoir vivre ce choix. Puis éventuellement, je vous en parlerai. Un des meilleurs moyens pour donner un choix équitable à tous, c'est le bon d'études. C'est qu'au lieu d'envoyer le financement à la commission scolaire, c'est d'envoyer le financement aux parents. Et le parent, lui, décide s'il prend ce financement-là pour inscrire son enfant à l'école de quartier, dans une école spécialisée, dans une école privée, ou pour faire l'école à la maison. Je vois que le temps file. Eh bien, mesdames et messieurs, avant de clore cette émission, j'aimerais vous mentionner ceci. Si vous désirez réentendre ce tour d'horizon ou le faire parvenir aux gens de votre entourage, vous n'avez qu'à vous rendre au www.ericlantier.net. C'est le www.ericlantier.net. Sur ce, chers auditeurs, je vous dis à demain!